Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Écrivain et essayiste, et bonsoir à vous Prisca Thévenot. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Député Renaissance des Hauts-de-Seine, vous faites partie des députés et ministres macronistes affouéristes qui demandent s'inédier la sortie de Bruno Retailleau du gouvernement. Votre collègue Éric Bothorel a même demandé contre lui une OQTG, une obligation de quitter le gouvernement. Vous pensez donc pas qu'il peut concilier les deux ? Non, je demande simplement, je pense que les propos qui ont été rapportés sur cette boucle privée est très bien, j'assume mes propos l'ont été, mais pas de la bonne façon. Je le dis assez simple, moi je demande une cohérence et une honnêteté. Bruno Retailleau le dit, et aujourd'hui en tant que président LR, il le dit d'autant plus, il veut être dans une démarche de rupture certes, tout en restant au sein du gouvernement. Très bien, jusque-là j'ai envie de vous dire, rien de nouveau et rien d'étonnant. Et là vous dites qu'il peut rester. Mais cette rupture, je dis pas qu'il peut rester, déjà c'est pas moi de le choisir et de le décider. Je dis simplement, voilà, je donne mon avis. Et je dis simplement que pour être dans une démarche de cohérence et d'honnêteté, on ne peut pas vouloir cette rupture et cette volonté de rester au sein du gouvernement tout en critiquant celles et ceux qui permettent justement son maintien au sein du gouvernement. C'est-à-dire ? On est dans une démarche de coalition. Il le savait, personne ne l'a forcé à rentrer dans le gouvernement. Et je pense qu'il a même renouvelé son intérêt à rester dans le gouvernement après la censure que le gouvernement Barnier a eue, le gouvernement dans lequel il était. Il a été reconduit, et je le dis à nouveau... Avec l'approbation du président de la République, du coup. Et qui est le président de la République, si c'est pas le premier macroniste en tête ? Ah mais très bien. Et donc on n'a pas besoin de critiquer en permanence le macronisme. Mais il est honnête non, avec tous les Français, pas seulement avec les militants LR. Non, mais ça s'appelle du respect, en fait. C'est-à-dire, il doit s'agenouiller devant Emmanuel Macron en disant... Vous voyez bien que là, quand même, il y a un petit... On peut, je pense... Non, il y a juste... On peut avoir une petite nuance. La langue française est riche et belle et permet de prendre un mot pour ce qu'il est. On peut retrouver les propos. Il a dit, j'ai de multiples désaccords avec le président de la République. Ça ne veut pas dire qu'il est... Non, mais quand il dit, par exemple, je suis contre le en même temps... le en même temps, c'est très bien qui ça désigne et ce que ça désigne comme démarche politique, mais c'est précisément ce en même temps qu'il fait qu'il peut, sa famille politique peut faire 4,8% aux dernières présidentielles et en même temps être aujourd'hui un des personnages les plus importants de l'État en étant ministre d'État, ministre de l'Intérieur et avoir un socle de députés à l'Assemblée nationale qui ne sont pas de sa famille politique et pour autant qui sont en soutien de son gouvernement. Ce sont deux en même temps différents. Hein. Ouais. Pardonnez-moi. Le en même temps que vous avez cité... Vous avez bien entendu là. Le en même temps que vous avez cité, c'est garantir la pluralité et la diversité. Alors que l'en même temps dont parle Bruno Retailleau, c'est évidemment la difficulté de prendre une décision parce qu'on est dans le en même temps. Reconnaissez que la langue française, en effet, elle est riche, mais elle est aussi précise. Et c'est Joseph Massescaron qui vous pose la question. Je veux bien. Mais à un moment, il va falloir juste arrêter de tourner en rond. On est dans une coalition gouvernementale. Il a dit qu'il ne croyait pas au socle commun. Et je l'ai plus entendu dessus, mais après, peut-être qu'il va me contredire. Mais il peut pas ne pas croire au socle commun, alors que c'est précisément l'existence même de ce socle commun qui fait qu'il est aujourd'hui aux responsabilités, et je le dis encore une fois. Ne croit pas au socle commun de façon pérenne. Mais le socle commun lui permet... Mais me criez pas dessus. Non, mais je vous crie pas dessus. Je dis, le socle commun lui permet d'être aujourd'hui dans cette lumière de la capacité d'exercer un pouvoir qui est un pouvoir important, qui est celui de la sécurité des Françaises et des Français. Donc je pense que quand on est dans une nouvelle... Vous savez, moi je vous le dis assez simple. Et sur ça, je vais vous le dire, Gabriel Attal disait quelque chose en début d'année qui, pour moi, résume ce qu'on est en train de se dire. Est-ce qu'il est macroniste, lui ? Bien sûr. Comment ça, bien sûr ? Mais je veux dire, attendez. Il n'y a aucune divergence entre Gabriel Attal et le président ? Mais c'est là que vous voyez pas le sujet. On peut avoir des points. Moi, vous savez, quand on est dans une... Je vais vous donner très simplement. Quand je me suis présentée aux élections en 2022 comme députée, mon suppléant, ma suppléante, parce qu'on fait un titulaire, on fait un ticket, un titulaire, un suppléant, n'est pas de ma famille politique. La députée qui aujourd'hui, d'ailleurs, on continue à être ensemble, on s'appelle d'ailleurs un binôme, vient de l'UDI, qui était déjà à l'époque pas dans ma famille politique, et on avait des candidats un peu partout. On a accepté de faire de nos nuances, et c'est pas des lignes rouges, c'est des nuances, des forces politiques, pour venir compléter une démarche qui nécessitait de la diversité. Mais ça nécessite qu'on se respecte les uns les autres. Je suis pas là pour dire que je suis contre... Bruno Retailleau a manqué de respect par rapport au président. Eh bien, donc, très bien. Donc, on n'a pas besoin de dire qu'on est contre le en même temps, contre le macronisme, et qu'on veut être en permanence dans une démarche de rupture par rapport au macronisme. Est-ce que vous pensez vraiment que
Pardonnez-moi. Soyons rassurés alors. Si vous êtes le porte-parole de Bruno Retailleau. Non, mais ce qui me rassure pas, parce que je discute librement là, c'est facile. Excusez-moi, ça me dérange pas de porte-parole de Bruno Retailleau. Ah non, ça me dérange pas du tout. Vous voulez faire ça maintenant? Non, mais ça me dérange pas. Moi, je peux tout faire de toute façon. Hein, voilà. Même vous parlez de la puberté des cigales au Portugal, je le dis. Mais cher Priscilla Thévenot, je ne comprends pas que vous, qui êtes extrêmement fine dans l'analyse politique, vous ne voyez pas à quel point l'immense majorité des Français rejettent la notion du en même temps. C'est ça qui me frappe. Parce que le en même temps, pardonnez-moi, ce n'est pas en fait, il y a deux en même temps. Il y a le en même temps qui est en effet la garantie de la diversité, ce qui est nécessaire pour un socle commun, et le en même temps du caméléon, lorsque vous le mettez sur une couverture écossaise, il devient fou. C'est pas le même en même temps. Mais dites-moi ce qui vous va pas, c'est-à-dire permettre de libérer l'économie, permettre justement d'être aujourd'hui sur le 8e sommet de Choose France avec des niveaux records en termes d'investissement et de retombées économiques pour le pays, et en même temps de protéger les Français pendant les grandes crises que nous avons connues, la Covid, la crise énergétique avec l'inflation. Pardon, mais ça fait partie de ce en même temps. Il y a libérer et protéger. Oui, non, mais je sais qu'il y a débat. Mais j'étais à l'époque aussi. Je sais qu'il y a débat. Je sais qu'il y a débat. Non, mais attendez. Ou alors il faut virer aussi François Bayrou. Je sais qu'il y a débat et j'étais d'ailleurs en débat sur les plateaux pendant aussi bien le Covid et aussi bien pendant la crise énergétique avec l'inflation. Et j'ai pas connu un seul plateau où il n'y avait pas des personnes qui me disaient, mais peu importe la famille politique, qui me disaient il faut faire plus, il faut encore plus aider, il faut encore plus protéger. Donc à un moment, je pense qu'il faut garder cette cohérence de bout. Vous savez très bien que c'est le propre des Français. Victor est là, il voudrait poser des questions. Joseph, c'est pas votre émission. Joseph, je vous sors. Je vais faire comme un nunage, je vais vous sortir. J'attendais mon tour pour attaquer. Cher Priscilla Thévenot, déjà, je vois qu'on ne retient maintenant plus dans le langage macroniste que la coalition et qu'on a vite oublié le mot de cohabitation qui avait pendant un moment été l'élément de langage, c'est-à-dire coalition et cohabitation avec le président de la République. Sous-entendu, le gouvernement n'est pas forcément aligné avec le président de la République. C'est le but d'une cohabitation, premièrement. Donc, on peut critiquer en même temps tout en faisant partie de ce gouvernement. Et deuxièmement, vous dites effectivement, et c'est très juste, que le maintien au gouvernement de Bruno Retailleau profite énormément à Bruno Retailleau. Oui. Mais vous ne dites pas du tout que le maintien au gouvernement de Bruno Retailleau profite énormément et à François Bayrou et à ce même gouvernement, que ce n'est pas pour rien que François Bayrou a reconduit Bruno Retailleau, que c'est peut-être le pilier de ce gouvernement, la clé de voûte de ce gouvernement, c'est le ministre de l'Intérieur. En tous les cas, alors, vous irez en parler avec François Bayrou. Vous allez un peu trop loin. Je pense que, parce que vous m'avez pas posé la question, tout simplement, donc posez-moi la question et je vous y réponds. Est-ce que Bruno Retailleau est un homme important de ce gouvernement? Oui. Et c'est pour ça que j'estime qu'on n'a pas besoin, au sein de cette équipe gouvernementale qui repose, quand même, il faut pas l'oublier, sur un socle de députés à l'Assemblée nationale, qui est divers et varié. On n'a pas besoin, justement, précisément en ce moment, alors que la politique dans notre pays est malade, de se concentrer sur les idées et pas sur les petites phrases et les égos. On n'a pas besoin, nous, en interne, besoin de se rappeler que je ne suis pas macroniste, ou je ne suis pas LR, ou je ne suis pas Modem, ou je ne suis pas Horizon. On est tous dans nos familles politiques respectives. Je peux vous dire que c'est extrêmement important. Et si, parce qu'on est chacun dans nos familles respectives politiques, on apporte des nuances, c'est pour se respecter. Mais c'est quand même pas, je pense qu'on a suffisamment d'opposition et d'opposition très forte pour trouver des petites phrases à faire sur d'autres personnes que les familles politiques à l'intérieur du socle commun, de la coalition, de ce que vous voulez comme autre terminologie. Est-ce que vous avez le pouvoir du pardon, Priscilla Thévenot? C'est-à-dire? Est-ce que vous êtes prête à dire, bon, il a parlé trop fort, mais après tout, c'est un bon ministre de l'Intérieur, on a besoin de lui, qu'il reste au gouvernement? Je crois que vous méprenez. Moi, je le dis assez simple. C'est que je pense qu'on a besoin de se respecter les uns et les autres et d'aller d'autant plus fort sur les sujets de fond. Et donc, je n'ai jamais demandé... Moi, donc je dis... oui. Mais donc c'est pas grave s'il a dit qu'il n'était pas macroniste. Déjà, non, mais parce que Botorel veut une OQTG, vous aussi. Mais vous inviterez mon collègue Éric, il n'y a pas de sujet sur ça. Mais la prochaine fois, vous viendrez en binôme, ça fera un sketch. Non, je pense que la politique est suffisamment compliquée en ce moment pour éviter d'en faire des drôleries. Mais vous voyez bien que ici, même tous les quatre, on arrive à en parler. Mais oui, et je vous en parle librement, joyeusement, et même si ce sont des sujets importants. Et c'est pour ça que je suis venue, parce que j'aurais pu rester dans l'hémicycle là. En ce moment, on a quand même pas mal de boulot. Mais je le dis assez simplement, on doit pouvoir se parler sans venir rappeler en permanence qu'on ne fait pas partie de la même famille politique. C'est justement ça l'instant politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, quand on a une LFI extrêmement puissante et un rassemblement extrêmement haut. Et je pense que Bruno Retailleau est d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est pour ça que je le dis encore une fois,
concentrons-nous sur l'essentiel. Nous avons aujourd'hui une nécessité de stabilité pour le pays, une nécessité de pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets extrêmement importants. La sécurité en fait partie. Et donc, moi, je dis, concentrons-nous sur ça, plutôt que de venir se chercher des petites chicailles entre les uns et les autres. Franchement, c'est pas à la hauteur. Alors, comme on n'est pas dans les chicailles, on va reprendre calmement le débat. Il est 19h26, non pas Vincent, Paul, François et les autres, mais Prisca, Joseph, Victor, Pierre et les autres. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1 à tout. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Le cinéma à Cannes, on espère loin de la fiction dans l'hémicycle et au gouvernement. On en parle avec Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. 40 milliards d'euros, voilà une belle moisson. Record pour ce Choose France qui, effectivement, je le disais tout à l'heure en titre, en introduction de ce 19-21 de cette Europe 1 Soir, s'il y a bien quelque chose qui fonctionne très très bien et c'est le bébé d'Emmanuel Macron, c'est cette attractivité de la France qui est très très forte. Alors, petite sortie au sommet Choose France, vous allez peut-être reconnaître sa voix. Il est judoka, multiple champion de judo, il est français. Écoutez. Je dis juste que peu importe le domaine dans lequel je vais me lancer, ça sera pour gagner. Voilà. Y compris en politique. Et y compris en politique. Et je crois que lorsqu'on fait de la politique, le champion c'est lequel ? C'est être président. Donc voilà. Si un jour je me lance, ça serait pour être président. Voilà un futur poids lourd. Et voilà un futur poids lourd de la politique. Bravo. Merci Joseph Massescaron. Au-delà de ça, moi j'aimerais bien. Qu'est-ce que vous dites, Prisca Thévenot, sans déconner, comme vous l'avez dit tout à l'heure ? Bah non, on est dans un beau pays, que celles et ceux qui veulent s'engager pour notre pays, et Teddy Riner, je crois que c'était Teddy Riner, s'est engagé pour notre pays et nous a fait gagner de belles victoires, a fait rayonner le côté sportif. Donc s'il veut s'engager, au contraire, que toutes celles et ceux qui veulent s'engager pour le pays et le porter le fassent. Enfin, il y a plein d'élections, il y a les municipales qui arrivent l'année prochaine, il y a les présidentielles, la législative, il y a les sénatoriales, il y a un tas de belles élections dans notre pays et ça, je pense que c'est important de le rappeler. On peut tous s'engager. On peut compter, vous qui êtes politique, qui êtes député, est-ce que vous pouvez considérer la candidature à la présidentielle d'un Teddy Riner ? Est-ce que tout est ouvert ou est-ce qu'il y a des limites ? Mais écoutez, pourquoi il y aurait une limite ? Je sais pas. Non, on peut parler, enfin, je vais vous... Je sais, Pierre, je dis à peu près tout ce que je pense et je vais le faire encore là. On peut parler, je peux parler pendant 3 heures de Teddy Riner et de cette petite phrase sortie de son contexte, c'est très bien, je l'appuie soit, mais non, mais là, en l'occurrence, elle est plutôt bien restituée. Mais ce que je veux dire, c'est que juste avant, vous faisiez une introduction sur quand même quelque chose qui est extrêmement important et qui n'est pas simplement pour 2027 ou dans 2 ans ou peut-être, ou des suppositions ou des si ou des je sais pas quoi. C'est les investissements qui sont dans notre pays. Je pense que c'est forcément important. On est sur la 8e année consécutive d'un temps important. Et oui, c'est un succès d'Emmanuel Macron, mais c'est un succès qui repose sur une démarche quand même très forte et très assumée. C'est une volonté de baisser les impôts, de simplifier l'installation de nos industries dans notre pays, d'être en capacité d'investir sur les nouvelles technologies, l'innovation et l'IA, notamment avec France 2030. Donc je peux commenter toute la journée à la phrase de Teddy Riner. Je pense que ce qui importe aujourd'hui les Français dans la situation et le contexte économique dans lequel on est, c'est de dire que oui, la politique qu'on mène depuis 2017 avec Emmanuel Macron, elle fonctionne, elle permet de libérer l'économie pour en même temps continuer à mettre en place des politiques de protection des Français. Vous voyez ? J'ai entendu baisser les impôts, c'est ça ? Vous avez dit baisser les impôts ? J'ai surtout entendu en même temps, mais Les deux, mon capitaine. Mais attendez, baisser les impôts. On a baissé les impôts de façon massive depuis 2017. Non, mais là, est-ce qu'on va les baisser encore ? C'est ça que en tout cas, je moi, vous demande. Vous savez, je fais parce partie que quand d'une on entend Monsieur Lombard, on a l'impression que s'il pouvait taxer les impôts, il le ferait. Taxer les impôts ? Oui, c'est-à-dire qu'il ferait un impôt sur l'impôt. Ah oui. Pardon, vous êtes pris du coup. Non, moi je fais partie d'une famille politique où d'ailleurs on l'a assumé tout en soutenant le gouvernement de Michel Barnier. On a assumé nos lignes en disant on n'augmente pas les impôts. Enfin, il faut qu'on soit cohérent. On parle de cohérence politique depuis tout à l'heure. Nous la portons. On n'augmente pas les impôts. On doit au contraire. Enfin, la France n'est pas un paradis fiscal. Et donc cette pression qui pèse, là, oui. voilà. Ça, on l'a remarqué. Ben voilà. Donc je pense que je fais partie d'une famille politique où on a baissé les impôts pour les entreprises, pour les ménages, la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle. On a baissé les premières tranches aussi sur l'impôt sur le revenu. C'est pas pour aujourd'hui commencer à dire hop, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème de déficit public qu'il faut qu'on règle. Mais la solution qui serait trop facile, c'est de l'augmenter les impôts. Moi, je pense qu'au contraire, il faut continuer sur la ligne qui est la nôtre depuis 2017, mener de grandes réformes
courageuse. Alors c'est pas forcément évident, mais je pense que ça s'appelle du courage politique. Victor Hérault, Valeurs Actuelles. Moi je reconnais effectivement, vous parliez du bébé d'Emmanuel Macron, je reconnais effectivement ce succès-là. Emmanuel Macron, c'est peut-être d'ailleurs le seul. Alors vis-à-vis de la baisse d'impôts pour les entreprises, elles s'en rendent sûrement compte. Je n'en possède pas personnellement. Vis-à-vis des ménages, c'est un petit peu plus compliqué. À mon avis, il y a peu de ménages en France. Comment ? La taxe d'habitation. Ah, vous avez vu la taxe foncière dans les collectivités. Alors, ce qu'on prend là, on l'augmente là. Enfin, non, c'est pas les. Enfin, ça c'est les vases communicants. Oui, mais attendez. Enfin, je veux dire, j'aime bien quand vous faites les grands yeux comme ça. On est. Pardon, je vais essayer de ne pas le faire. Non, mais je le dis parce que les auditeurs qui sont. Je suis expressive. Mais vous savez, et encore une fois, je jette la pierre. Personne, je dis simplement, nous sommes au niveau national, et au niveau national, on a pris une décision qui était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2016, supprimer la taxe d'habitation qui relève effectivement du niveau national. Ensuite, au niveau local, on ne va pas faire de l'ingérence à l'échelle des maires. Enfin, je veux dire, à un moment... Il faut chacun prend ses responsabilités. Vous disiez la France n'est pas un paradis fiscal, c'est un immense euphémisme, et effectivement on ne se dit pas, un ménage français entre 2017 et 2025 ne se dit pas, tiens quand même mes impôts ont énormément réduit. Si. Non. Bien sûr que si. Alors interrogez, à mon avis, tous les Français, ils vous diront non. Non, mais attendez, je vous dis, la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle, les premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu, franchement, c'est pas anodin. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut se satisfaire et de dire, on lève les mains, on n'a plus rien à faire ? D'où la question de Pierre. Non. Va-t-on poursuivre D'où mon point qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière. Il faut continuer à être un pays attractif, il faut continuer à libérer du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre des Français. C'est pour ça que moi, je soutenais ça au sein du gouvernement de Gabriel Attal. C'est travaillons sur la désmicardisation. C'est pas normal aujourd'hui que dans notre pays, on en soit encore réduit à travailler, à avoir l'impression et le sentiment, au-delà du sentiment d'ailleurs, excusez-moi, d'avoir vraiment la réalité, de ne pas s'en sortir à la fin du mois. On a réussi quelque chose, c'est lutter contre le chômage de masse. Maintenant, il faut l'étape d'après, faire en sorte que le travail même si le chômage repart réellement. Joseph Massescaron. Oui, parce que nous sommes d'accord que la France est le pays le plus attractif d'Europe. En termes aujourd'hui, en termes d'investissement, France le montre. Mais mon interrogation, c'est comment se fait-il que le nombre d'emplois créés par investissement est en revanche inférieur à celui de nos voisins européens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et alors là, pour le coup, je ne fais pas poser la question sur la responsabilité d'Emmanuel Macron ou d'autres. Je voudrais comprendre le mécanisme qui conduit à cela. C'est-à-dire nous investissons beaucoup plus que nos voisins européens et pourtant... Sur quel domaine? Dans des éléments qui sont donnés par Choose France. Mais Choose France, c'est pas nous qui investissons, c'est des étrangers qui investissent. Oui, mais d'accord, mais il y a ces investissements, je suis d'accord, mais ces investissements, donc, en fait, créent aujourd'hui moins d'emplois que les autres pays européens. C'est pour ça que je vous ai dit de quoi parlez-vous, de quel domaine parlez-vous, de quels chiffres parlez-vous, parce que c'est important d'être précis. Ah, vous voulez saucissonner, c'est ça? Je saucissonne pas, mais il faut comprendre aussi des logiques. Quand on investit, et c'est pas nous encore une fois qui investissons, c'est les étrangers qui investissent. Étrangers qui viennent, parce que c'est important, parce que sinon les Français vont avoir l'impression, et ça peut être prêt à confusion, qu'on va payer. Donc c'est pas le cas. Là, on gagne. Est-ce que la question, c'est parce qu'il y a beaucoup de charges sur le travail aujourd'hui en France? D'où le principe de continuer à libérer, de continuer à être attractif. Et je vous le dis assez simplement, si tous les ans nous avons des années records sur Choose France depuis 8 ans, et tous les ans ça augmente, c'est parce que justement nous sommes dans cette capacité d'attractivité, nous sommes dans une simplification qu'il faut continuer et poursuivre d'installation, et que nous sommes aussi dans cette capacité d'investir dans des domaines porteurs comme l'innovation, l'économie circulaire, la réindustrialisation, les mobilités, etc. Et ce sont souvent aussi des domaines qui sont en transformation. Donc il faut accepter aussi... Et il faut mettre les gens au travail. Emmanuel Macron l'a dit encore ce matin à l'usine Daimler-Buss en Meuse, et on écoute justement Emmanuel Macron. Quand j'ai dit qu'on fait la rue pour trouver de l'emploi, je me suis fait ramasser. Mais il y en a. C'est ça le problème. Dans le bâtiment, dans la restauration. On est trop les gens pour qu'ils restent à la maison. Alors, je ferai attention parce que vous avez toujours des gens en situation de détresse. Oui, pas tout le monde. Et donc, c'est ça. Un bon corps de... Voilà, donc je ne sais pas vous dire quelle est la proportion. Oui, non, mais vous avez, des gens qui profitent du système. Après, vous avez des gens parfois qui ont un coup dur de la vie. C'est pour les aider. Voilà. Et vous avez beaucoup de situations, par exemple, vous avez beaucoup de mamans seules aujourd'hui. Voilà. Si ça leur coûte plus cher de faire garder leurs enfants que de reprendre un boulot, ils n'y arrivent pas. Et donc c'est là où il faut qu'on nous on accompagne mieux. Mais c'est tout il y a des personnes en détresse, mais il y a aussi des gens qui profitent du système. Prisca Thévenot et Emmanuel Macron le dit clairement aujourd'hui, donc il faut lutter contre cela. C'est clair, on dirait du bois. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Enfin, je veux dire, là, il faut agir en conséquence. Non, mais c'est pour ça que. Là, il disait. Vous répondez au président, pas à moi. Non, mais je veux dire, il parle de choses évidentes. Oui, nous devons être en capacité de protéger, mais protéger celles et ceux qui en ont réellement besoin. Et oui, on a des situations d'opportunisme, mais ce n'est pas la règle. C'est pas d'ailleurs ce qu'il dit d'ailleurs. Mais il souligne. Il dit qu'il y a des gens qui profitent du système. Ça veut dire qu'il faut changer de système.
Non, voilà, vous allez là vous tirer un trait grossier. Il faut changer les gens. Non, il faut lutter contre celles et ceux qui profitent du système et qui peuvent de temps en temps effectivement avoir des solutions d'opportunisme. Mais ça, c'est à nous de travailler, de faire en sorte. Mais j'ai envie de dire, c'est une évidence. Mais en changeant le système, peut-être en étant moins aidant. Alors c'est ça le sujet, c'est en aidant celles et ceux qui en ont réellement besoin. Il soulignait un point très important à la fin. Par exemple, les mamans solo. Les familles monoparentales ne sont pas que des femmes, il y a aussi des hommes, je tiens à le souligner, mais quand même la large majorité sont des femmes. Et on avait ce débat dès 2022. Notamment pendant la réforme sur le travail, où on disait attention, c'est très bien de dire qu'il faut favoriser le travail, encourager le travail, mais il y a des situations, notamment les parents solos, où accepter un travail et reprendre un travail vous fait finalement vous sentir moins bien à la fin du mois, parce que vous payez une garde d'enfants, vous sortez des barèmes pour la cantine, etc., etc. Et donc ça, c'est pas normal parce que ça met des situations inadmissibles. Et donc ça, on doit y travailler. Et il y avait un travail qui a été énormément fait, je tiens à la saluer là, permettez-moi de le faire, qui est d'ailleurs dans la circonscription pas très loin, qui s'appelle la députée Fanta Berete. Elle avait fait un énorme travail sur les familles monoparentales, un travail d'ailleurs sur lequel on se retrouve avec d'autres, notamment à la région avec Valérie Pécresse. Vous voyez comme quoi il y a du travail qui se fait de façon... Mais non, mais c'est ce travail-là qui se fait souvent de façon transpartisane, on n'en parle jamais alors qu'il existe. Il faut peut-être aussi rassurer les gens qui en ont besoin. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'en parler. C'est pour ça que je vous remercie. Et je vous remercie d'être passé par Europe 1 ce soir. Merci de votre